Aujourd'hui, nous avons dit beaucoup de choses, et chaque fois, nous sommes revenus à un mot politique. Voilà. Et quelquefois même avec des pincettes, en le différenciant de politique politicienne et de politique tout court. À IFO, on ne doit pas parler politique, mais on ne doit pas faire allusion aux opinions, aux partis politiques. Mais le mot de politique est un mot noble, c'est un mot propre, c'est l'administration de la cité, des citoyens qui y vivent. Et là, nous sommes depuis ce matin exactement dans ce problème. Nous sommes au cœur du fonctionnement de la cité. Et l'hôpital est au cœur de la cité depuis le Moyen-Âge. Depuis qu'avec la charité, eh bien, les organisations religieuses ont administré la santé, puis les bureaux de bienfaisance au XIXe siècle, et aujourd'hui la solidarité, avec les hôpitaux, les centres communaux d'action sociale, la sécurité sociale, etc., et toutes les institutions. J'ai eu l'opportunité et le plaisir, parce que c'est un plaisir, de présider le CHU de Montpellier lorsque il y avait un conseil d'administration, et j'ai eu également l'opportunité de pouvoir le présider lorsque il y a eu, à partir de 2010, un conseil de surveillance. Et donc je peux faire le parallèle entre les deux fonctionnements, non pas du côté des soignants et du côté des syndicats, mais du côté des élus. Et si je parle aujourd'hui, c'est pour essayer de donner l'autre éclairage, celui qui est de l'autre côté de la discussion et qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Je me suis fait quand même aider, et je tiens à les remercier, par l'ancien secrétaire du syndicat FO du CHU de Montpellier, du temps du conseil d'administration, mon ami Yves Bourdel, et du nouveau secrétaire du syndicat FO de Montpellier, que Cyril connaît, Laurent Brun. Et je les remercie. Quelle est la plus grosse différence qu'il existe entre le conseil d'administration et le conseil de surveillance? Eh bien, le conseil d'administration possède un président qui est le maire de la commune, dans lequel se trouve l'hôpital. C'est une affaire qui remonte loin dans le temps, puisque les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers ont été faits en même temps fonctionnaires. C'est la même décision. Et ça remonte bien au Moyen-Âge aussi, lorsque les communes avaient embauché des médecins de peste pendant les épidémies. Tout ça pour mettre en perspective cette corrélation intime qui existe entre l'hôpital et la ville. Dans les conseils d'administration, il y avait effectivement le maire-président, mais il y avait d'autres élus de la commune, il y avait les représentants du département, les représentants de la région, les représentants de l'ARS, les représentants bien sûr de la direction de l'hôpital, de l'administration, et il y avait les organisations syndicales, toutes représentées. Il y avait les représentants des usagers, il y avait quelques personnalités extérieures. C'était un conseil d'administration, comme il en existe dans les grandes associations, qui avait le pouvoir exécutif, en particulier sur le budget et sur la nomination des médecins, mais également sur l'organisation, sur tout ce qui était nouveaux bâtiments, nouveaux établissements, nouveaux services, etc. Il était important dans le conseil d'administration de pouvoir dégager des majorités pour pouvoir faire passer les affaires. Et donc il y avait préalablement pour les élus des relations très importantes. Il y avait des réunions préalables où le directeur de l'hôpital, avec les directeurs adjoints, présentait aux élus l'ensemble des affaires, en discutait. Il faisait la même chose avec les organisations syndicales, et nous allions tous au conseil d'administration, et là, nous votions les affaires. Il est arrivé que les budgets soient refusés. Il est arrivé que des affaires soient votées favorablement et défavorablement. Il y avait une forme de démocratie
qui avait ses côtés très positifs, mais qui avait quelques côtés négatifs, et c'est pour cela qu'ils ont été changés en conseil de surveillance. Et cela ne vient pas ni des médecins, ni même des syndicats, ni même des associations. Ce sont les élus qui ont fait pression sur le gouvernement pour qu'il fasse évoluer le conseil d'administration en conseil de surveillance, parce qu'il y avait trop de boulot et trop de responsabilités pour eux. Et comme beaucoup d'élus n'étaient pas éclairés en matière médicale et en matière de fonctionnement des hôpitaux, ils prenaient des risques insensés, des risques juridiques, même si le directeur est le premier écran. Et donc, avec le conseil de surveillance, cette affaire ne fonctionne plus comme ça. Et le gouvernement, les gouvernements en ont profité pour étatiser, je ne plains pas le mot, le fonctionnement de la santé en France. Une espèce de pyramide s'est développée, le ministère de la Santé, les ARS et les directeurs d'hôpitaux, qui sont les exécutants des ARS. Voilà comment cela fonctionne à peu près aujourd'hui. Les budgets sont présentés a posteriori aux organisations syndicales. Dans les conseils d'administration, on ne parle plus donc de budget. Le budget est déjà fait lorsqu'il est présenté. On ne parle plus de nomination des médecins. Le seul pouvoir exécutif qu'il garde encore, c'est de pouvoir donner son avis sur les extensions de bâtiments, l'organisation des locaux, ou bien les modifications dans le patrimoine hospitalier. Voilà la grande différence qu'il y a eu. Cette différence, elle donne tout pouvoir, aujourd'hui, au directeur de l'hôpital, sous l'ARS. Je vais vous donner un exemple, puisque lorsque j'ai piloté le conseil de surveillance, j'ai eu à modifier la direction de l'hôpital. Il a fallu que je recrute un nouveau directeur, parce que l'ancien partait. Eh bien, j'ai eu les ordres directement de Marisol Touraine. Il n'y a pas eu d'intermédiaire. J'aurais pu prendre l'ancienne directrice de l'hôpital de Grenoble, qui était venue me voir. Mais cela a été très insistant de la part du gouvernement Hollande. Et Marisol Touraine, qui s'était garantie la CME, les directeurs adjoints, l'ARS, a fait pression pour que tout le monde soit unanime sur son candidat. Voilà comment ça s'est produit. J'aurais pu taper sur la table et prendre la directrice, ou essayer tout au moins. Mais cela mettait en conflit tellement de services et tellement de personnel hospitalier dans l'hôpital que je ne l'ai pas fait. Donc vous voyez, on est devant un fonctionnement qui est en train d'absorber complètement le fonctionnement, les directions locales, c'est-à-dire cette démocratie locale. Cela devient une chambre d'enregistrement. Le conseil de surveillance des hôpitaux est devenu une chambre d'enregistrement des décisions qui à 80% sont prises par les ARS et dont le directeur est un exécutant. Voilà ce que je voulais vous dire. Et ça, je l'ai vécu et j'ai essayé de vous le démontrer simplement avec les mots qui sont les miens. C'est dommage parce que je crois qu'au niveau local, dans un conseil d'administration, on était capable d'adapter, on était capable de discuter certaines situations limites, y compris dans les CRP avec des agents, y compris sur les sanctions, les conseils de discipline, qui font partie de la vie de l'hôpital. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, tout est réglé en interne avec l'administration.
Je trouve que cela est dommage, mais c'est révélateur d'un fonctionnement de l'État et de la nation aujourd'hui. Il n'y a pas que dans les hôpitaux que cela se passe. C'est pour cela que sur la psychiatrie et sur la dictologie tout à l'heure, j'ai dit ce que j'ai dit, parce que on a là des exemples flagrants de volonté de l'État qui sont déclinés localement et qui font beaucoup de dégâts. Il a expliqué en peu de mots, effectivement, des trucs qu'on a mis longtemps à comprendre. Hein. Je me rappelle quand HPST est sorti, on était là, moi je me rappelle intervenir à la télévision en disant oui, c'est pas une question de pouvoir, de qui va avoir le pouvoir, alors qu'en fait c'était que ça. Mais on n'osait pas le dire, nous, tout ça, on sentait l'embrouille. On la sentait fort quand même, il y a eu une grosse résistance médicale, hein, je vous rappelle. Le 13 mai 2009, une énorme manifestation à Paris. Feu, paix à son âme, notre urologue préféré national, Debré, qui était urologue à Cochin, en tête de manif avec les brancardiers de la CGT. Je sais pas, 50 000 hospitaliers, énorme manif. Et professeur Bernard, ouais. Bernard Debré, c'est ça. Et donc énorme manif, c'était le 13 mai. Et puis après, il y avait le 30 mai, une énorme assemblée générale, comme tu n'en avais pas vu depuis 1997, dans l'amphi de P1 de la faculté de Grenoble, et c'était vrai dans toutes les villes. Comment on continue Tu avais les libéraux, les hospitaliers, on y va pas. Tu avais le grand chef de la chirurgie viscérale de Grenoble qui disait faut qu'on y aille, mais bon, le directeur du CHU, il me dit, qui est très très intelligent, il me dit ce serait dangereux parce que ça risque de déstabiliser l'État si vous retournez dans la rue à ce moment-là. Bon, plein de discussions. Il y avait un mec. Alors moi je prends la parole pour dire la manifestation le 13 mai était massive. Elle avait un caractère national puisqu'il y avait surtout Paris, machin, mais il y avait quand même des gens de la province qui étaient là. Et il faut amplifier ça, il faut faire une manif nationale avec tout le monde, il faut qu'on appelle tous. Et le mec derrière moi prend la parole. Il était assistant chef de clinique depuis 15 jours. Je n'avais jamais entendu parler de ce gars-là. Il prend la parole en disant pas du tout. C'était une manif de professeurs parisiens, stigmatisant Debré, qui a eu plein d'emmerdes avec cette histoire-là. Ils veulent garder leurs privilèges et tout ça. Et pour ceux qui le connaissent, le professeur Briand a renchéri en disant oui, c'est fait pour enlever les privilèges à Paris, cet HPST, on ne va pas se mobiliser, tout ça. Résultat, il y a eu des mobilisations, la CGT a dit nous on se mobilise dans les régions, tout ça, on a un peu capitulé, et le mec, le jeune assistant dont je vous parle, qui a dit, qui était porte-parole de l'ISNI à ce moment-là, a dit non mais il y a du bon dans cette loi, tu m'étonnes, il l'avait coécrite et il l'a portée après, il a été rapporteur de la loi, il a fini ministre de la Santé, tout ça. C'est un neurologue grenoblois dont je vous passe les détails. Mais j'en suis encore tout meurtri. Mais on n'est pas passé très loin à l'époque on s'est vraiment... Non mais je raconte ça parce qu'on s'est vraiment battu, c'est l'histoire grenobloise dans le détail, mais ça s'est passé partout. Il y a eu des assemblées générales de dingo à Paris. On s'est battu. On s'est battu contre cette loi. Et puis elle est passée le 24 juillet 2009, au mois de juillet. Et il y a eu tellement de combats contre que les ARS n'ont pas pu se mettre en place tout de suite. Les premières ARS, elles ont commencé à fonctionner que fin 2010, début 2011. Ils ont eu du mal à les mettre en place. Parce que tout le monde sentait l'embrouille et tout. Et puis ça la mécanique s'est doucement enclenchée. Par rapport à tout ce qu'a dit Philippe, je rajouterais qu'il y a un crime, alors là, purement médical, Philippe, un truc médical de chez Médical, c'est qu'on a créé, parce que vous avez commencé votre carrière avec des infirmiers généraux qui s'occupaient. Et après, il y a eu des directeurs des soins infirmiers. Et là, tu passes à un directeur des soins. Ce qui fait le truc avec tout ce qu'on a dit. Hein. C'est plus toi le directeur des soins, toi tu peux dire qu'il faut faire ça, c'est plus toi. Hein. C'est vraiment un crime contre l'hôpital et la médecine, ce truc. Et donc ils ont eu du mal à le mettre en place, et les effets commencent à se faire sentir vraiment en 2016, 2017. Et les choses ont un sens, les choses ont une histoire. On a parlé de l'histoire des services, mais il y a aussi l'histoire de la nation. 2017, on écrit 1000 chefs de service, 8 syndicats, conférence au Sénat,
plusieurs d'entre vous là y étaient, en disant Madame Buzyn, là ça va être la catastrophe. Bon, on l'avait déjà dit quand ils ont mis l'Ondam, ça va être la catastrophe, on voyait venir tout ça, et puis elle est arrivée, et on l'a vu arriver tout ça, et on a dit, profitant de la nouvelle politique avec Macron 2017, tout ça, on a dit Madame Buzyn, écoutez-nous, recevez-nous, tout ça. Elle a laissé lettre morte. Après, il y a eu toutes les mobilisations de 2018-2019 énormes. Les CIU, CIH, la grosse manif pendant le Covid et tout ça. Mais tout ça a été un peu arrêté. Les mobilisations, même sur les retraites, les cheminots, tout ça, l'UNSA qui avait déclenché je ne sais plus quoi le 4 décembre, tous ces trucs-là ont été arrêtés. Les manifs mondiales, il y avait des manifs mondiales. Ça a été arrêté on a été tous obligés de rester chez nous. Sauf les médecins et les soignants. Je prends la parole en conseil de surveillance et je dis, notez bien au procès-verbal que je ne suis pas d'accord pour dire qu'on n'a pas les moyens de faire autrement. On a les moyens de faire autrement. Je veux que ça soit noté dans le procès-verbal parce que le jour où la population va venir nous réclamer des comptes, je veux que ça soit marqué que moi j'étais pas d'accord avec votre truc. Et le président du conseil de surveillance, donc le maire de Grenoble, me dit, non mais docteur, ne vous inquiétez pas, on est un conseil de surveillance. Nous n'avons aucun pouvoir. Donc on est responsable de rien. Voilà. C'est une manière d'illustrer tout ce qui a été développé avant. Et moi je fais naïvement, mais en fait, est-ce qu'on pourrait nous reprocher quelque chose à nous médecins d'avoir rien dit sur le fait qu'il n'y aura plus de scanner, que la CEC, si ça se trouve, elle va tomber en panne et qu'il y aura des morts et tout ça. Est-ce qu'on va nous reprocher quelque chose et tout? Alors ça a acheté un froid dans le bureau de Seine. Ah bah ouais, non mais on va voter contre le PRD. Ah ouais, ça va pas du tout ça, donc ils vont voter contre. Bon. Peut-être. Ouais, et là ils vont avoir du mal à voter pour quand même, vu tout ce qu'ils ont été obligés de dire. Mais ça, le simple fait de poser cette question, quelle est notre responsabilité de ne pas le dénoncer, ça a modifié complètement la conversation de tout le monde, et le positionnement. Merci, j'ai fini. On doit demander l'avis des organisations syndicales avant que ça aille en directoire et au conseil de surveillance. Les organisations syndicales votent contre telle ou telle restructuration ou nouvelle organisation médicale. Quelle qu'elle soit, pour des bons motifs légitimes à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? Avant que ça parte de l'instance, ça repart au directoire. Le directoire, c'est le DG et le président de CME, qui crée les 3/4 du temps une 4e voie, que personne n'a vue. Et on arrive au conseil de surveillance, et c'est ce qu'on dénonce au conseil de surveillance, et on essaye maintenant d'être plus présent, parce que le directeur ne présente qu'un projet. Le conseil de surveillance est là pour donner, comme vous le disiez, des préconisations, oui c'est bien, faites attention, mais ils disent rien d'autre. Ce que je regrette et ce qu'on dénonce, nous, c'est que le DG ne dit jamais que les projets ont été retoqués par les OS. Donc nos ministres, nos préfets qui sont présents ont un projet, mais ils n'ont jamais le retour des avis. Donc quand nous on peut être présent, on lève la main en disant retoquer, effectivement, mais c'est un combat sans fin, parce qu'ils présentent un dossier qui est passé en instance, retoqué, qui part en directoire. Alors le DG, le président, ils refont leur petit truc, et on arrive en conseil de surveillance, on découvre qu'ils annoncent le projet, mais ils disent qu'ils l'ont présenté auprès des OS, oui ils le disent, mais ils ne disent pas qu'ils n'ont pas l'avis favorable des OS. Et ça, c'est jamais dit dans les conseils de surveillance. Donc voilà, s'il y en a qui y vont, il faut vraiment demander, lever la main et dire « Avez-vous eu l'avis des OS? Quel a été l'avis ?» Parce que vous verrez, ils ne le disent jamais. Ouais, je voulais rebondir, effectivement. On est un syndicat Force Ouvrière, un syndicat indépendant politiquement. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de politique, justement. Parce que notamment, là aujourd'hui, on a pas mal dénoncé l'Ondam. Rien que de dénoncer l'Ondam, c'est politique. Rien que de demander qu'on soit mieux rémunéré, c'est politique. Donc il faut pas avoir peur de faire de la politique, mais de la politique noble et pas à charge des partis. Puis je voulais aussi rappeler que les DG d'hôpitaux, ils sont nommés par décret ministériel, si je dis pas de bêtises. Donc eux, en tout cas, ils sont éminemment politiques. S'ils sont là, et notamment je pense, donc moi au CHU de Nantes, enfin nous au CHU de Nantes, c'est la 6e ville de France, c'est un CHU avec une stratégie, avec vous avez peut-être entendu parler du projet Île de Nantes, avec je crois que ça sera le plus gros plateau opératoire d'Europe, si je dis pas de bêtises, donc il y a des dimensions politiques énormes dans ce truc-là. Donc le DG,
dans un grand CHU comme à Nantes, il n'est pas là par hasard, il est bien là parce qu'il a une feuille de route qui émane directement du ministère. On sait par exemple, nous, pour le citer, le DG du CHU de Nantes, c'est Philippe El-Saïr, qui a participé avec Castex au déconfinement. Donc ce personnage-là, il est éminemment politique. Donc il faut aussi avoir ça en tête quand on interagit avec eux, parce que c'est important en fait, dans les discussions, dans les manières dont eux ils établissent leur stratégie, etc. Et d'ailleurs on le voit, c'est ce qu'on s'est dit toute la journée là déjà, c'est que en fait ils ont des manières d'attaquer, que ce soit au niveau de la politique, de nos directions, de l'ARS, etc., qui sont extrêmement bien organisées. Donc c'est important qu'on ait ça en tête, je pense aussi, pour nous bien s'organiser, bien se structurer. Donc oui, le DG c'est bien un maillon de décision politique. Et nous, du coup, ça se traduit au DG, au CHU de Nantes, au fait que notre DG, il a une lecture bien à lui de la législation. C'est au doigt mouillé, c'est surtout comme lui, il l'entend. Donc, à titre d'exemple, on a un directeur des finances, des finances, qui a fait une tentative de suicide l'année dernière, dans son bureau. Le mec, il a essayé de se foutre en l'air. On sait que on l'a rencontré, ce DG a fait appel à nous parce que justement, nous déjà quand on intervient en instance, même si on titille les directeurs, on fait aussi le distinguo entre la fonction et la personne, donc on attaque la fonction mais jamais la personne. Et donc ce directeur est venu discuter avec nous et on a appris des choses terrifiantes, c'est que ce DG, il a la possibilité de faire tout ce qu'il veut. Il peut parler dans une réunion de directoire et dire votre rapport là c'est de la merde, même un enfant de 3 ans m'aurait fait ça. Donc ça revient aussi avec le harcèlement, enfin bref, tout ce qu'on... Et ce personnage là il est intouchable. On essaye de le titiller, on l'attaque sur les lectures au doigt mouillé, comme je disais, qui fait dans les instances, et les instances qui sont effectivement devenues des chambres d'enregistrement, ça c'est évident. Je pense notamment à la F3FCT, qui est un CHSCT bas de gamme en fait, qui est complètement dévalué. Maintenant, quand on a des accidents graves ou des choses qui nous interpellent, on ne peut plus déclencher de CHSCT comme on pouvait le faire avant. Donc on a perdu quelque part du pouvoir à cause de la loi 2019, pardon, la loi de transformation de fonction publique, qui est une émanation des ordonnances travail, qui est Macron d'ailleurs, soit dit en passant. Donc il y a aussi des volontés politiques d'affaiblir à fond les organisations syndicales, et donc c'est aussi important qu'on ait tout ça en tête, parce que face à ça, il faut apporter la réponse adaptée, il faut muscler, il faut aussi se réapproprier ces instances, même si c'est des chambres d'enregistrement. Les conseils de surveillance, alors moi j'y suis pas mais Tony y est, nous par exemple à chaque conseil de surveillance on établit une déclaration qui donne notre position, qui dénonce la politique générale, parce qu'il se traduit dans nos hôpitaux, les morts aux urgences c'est les 40 années de politique des restrictions des budgets, donc on fait des déclarations qui sont très très nettes et on demande à ce qu'elles soient annexées au PV. Au dernier conseil de surveillance, on va même réussir avec la situation catastrophique des hôpitaux, on va proposer une motion la semaine prochaine au prochain conseil de surveillance, qu'elle se fasse adopter par le conseil de surveillance. Donc on peut, je pense, quand même utiliser des petites choses. Maintenant, effectivement, on sait très bien que c'est pas là où on va gagner, mais ça reste important de ne pas avoir la politique de HS vide non plus, de quand même y aller, et puis d'essayer de construire à fond à côté, parce que les instances, elles sont plus là pour nous faire gagner de toute façon. Donc les pilotes dans l'avion, c'est qui? Donc il y a un commandant de bord qui s'appelle le DG, directeur général. Son copilote, c'est le président de CME. La gouvernance aujourd'hui, donc c'est ces 2 personnes depuis la loi HPST. Donc on peut sanctionner des médecins, on peut sanctionner des PIPH, on peut sanctionner tout le monde sans demander l'avis du ministre ou quiconque. Et ça, je trouve que c'est dommage, ça c'est le premier point. Deuxièmement, pour dire conseil d'administration et conseil de surveillance, désolé, un maire d'une ville, son hôpital, tout ce qui entoure ces gens-là dans la commission, dans l'ancien conseil d'administration, il était vital pour éviter
donc les guerres de chapelle pour éviter la guerre des égaux aussi. C'est la guerre, souvent, c'est la guerre des égaux. C'est que c'est des personnes donc, qui ne peuvent pas se blairer, mais je suis désolé. Et sinon, donc, comme on a dit, c'est des restructurations. Donc on va destituer quelqu'un parce qu'on veut restructurer comme ça. Le cas par exemple de Montpellier, moi j'ai demandé un scanner au président de CME, un scanner pour les urgences. Et on fait 18 000 scanners donc aux urgences de Montpellier. Et je lui dis, pour avoir un scanner, vous savez combien de scanners il faut faire? 8 000. 8 000 scanners, vous avez le droit à un scanner. 18 000 en fait. Eh bien, il refuse de nous mettre un scanner au sein des urgences. Et le conflit, il a commencé comme ça avec lui. Moi, j'ai aucun conflit, j'avais aucun conflit avec lui. Mais comme il ne veut pas mettre donc, un scanner aux urgences, et que je le demande, et je le redemande, eh ben, donc, il a trouvé le moyen de me limoger pour donc, le laisser tranquille. Tout ça, mais il ne regarde pas, il s'en fout donc, des patients qui meurent dans les couloirs pour aller au scanner, la quantité d'arrêt cardiaque qu'on a et tout ça. Et pour revenir donc, à l'histoire du conseil de surveillance, moi, à mon avis, aujourd'hui, donc, il faut vraiment donc, aller vers des institutions où chercher du contre-pouvoir, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de contre-pouvoir. Quand on entend donc, des paramédicaux ou donc, du personnel donc, non médical, des paramédicaux qui utilisaient, c'était quelque part votre truc, hein, c'était le sabre le laser, donc le CHSCT. Et ben, donc ce sabre laser, donc on l'a enlevé, mais non, on leur a donné un petit jouet, hein, un petit truc comme ça, mais qui fait rien du tout. Donc, et ça, donc finalement, donc on a réduit le pouvoir des médecins. Aujourd'hui, on a compris donc qu'il fallait réduire le pouvoir des infirmiers parce qu'ils commencent à devenir toxiques. Et toujours la même direction, la même ligne, le directeur qui décide, et aujourd'hui avec le président de CME. À un moment donné, il faut trouver le moyen donc, de trouver un contre-pouvoir. Le contre-pouvoir, c'est nous tous, finalement, à l'hôpital, parce qu'on est là, donc la cheville ouvrière, le truc. Et voilà, donc avec le peuple, et les élus. Et les élus, ce que disait ce matin, finalement, à l'introduction, donc Cyril, donc il y a les élus et tout, donc, et les usagers. Attention, donc à l'intérieur de l'hôpital, les usagers, donc ils sont utilisés aussi pas par la direction générale. Donc il y a plein de directeurs donc des associations, donc la commission des usagers à l'hôpital. Donc il faut faire attention. Hein. Il y a des choses à prendre et des choses à laisser. Ce qui matérialise probablement l'application de la direction des politiques de santé via l'ARS et avec le bras armé qui est la direction générale, c'est sûrement les lettres de mission des directions. Je me demande si on n'aurait pas la possibilité de les obtenir, ces lettres de mission, parce que ce serait quand même assez, je pense, fantastique. Ils ont des lettres de mission, les directions, les directeurs qui sont nommés. Et oui, bien sûr. Ouais, mais ça tue. Et rendre public ces lettres de mission, ce serait vraiment la matérialisation. Ouais. Bon, voilà, c'était juste un petit souhait. Oui. Je pense qu'un certain nombre d'entre nous ici s'en souviennent, avec des manifestations qui étaient particulièrement importantes dans le monde médical. Ensuite, il y a eu une bataille contre la dégradation des hôpitaux, en particulier en 2019, juste avant le Covid. Et je voudrais revenir sur ces deux batailles qui, donc pour la première, entérinaient, étaient contre pour le retrait de la loi HPST, qui avait cette caractéristique d'avoir une puissance considérable, vu qu'elle était l'association des syndicats et des corps médicaux qui étaient organisés en comité, j'oublie le nom, mais en collectif, voilà. Et j'ai participé à ces batailles, et en particulier, il y a eu à chaque fois, à la fin, une grosse assemblée générale à Paris. La première, c'était dans un amphi à la faculté Cochin. Et à la faculté Cochin, il y avait une assemblée générale qui avait été cadrée. Et quand je dis qu'elle a été cadrée, c'est qu'elle a été cadrée pour la mort de ce mouvement d'opposition, alors qu'on se demandait si, à ce moment-là,
Bachelot n'allait pas céder et retirer sa loi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a un qui a mis l'ordre du jour et qui n'a laissé la parole à personne. Et je me souviens que moi j'étais en bas de l'amphi, à 1,50 m de lui. J'ai levé la main pendant une demi-heure. Il a été obligé de me laisser la parole, mais ça n'a pas suffi. Et ils ont dit, voilà, on va entériner la démission de tous les chefs de service de la PHP. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'a démissionné, la loi Bachelot a été entérinée, et ils ont fermé leur gueule. En 2019, il y avait je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait la première grève des cheminots contre le premier projet de loi de réforme des retraites. Et nous, dans les hôpitaux, même CIU, CIH qui venaient de se constituer, et grosse manifestation en décembre 2019, qui se termine par une assemblée générale dans la faculté de la Salpêtrière, et on avait pris les deux plus gros amphis, parce qu'un seul ne contenait pas tout le contenu. Et Cyril est là pour en attester, il était avec moi. Et on a... J'atteste. Comment? J'atteste. Atteste. Et on s'est battu pour faire le lien entre la grève des cheminots et la grève dans les hôpitaux, arguant du fait que c'était la même destruction des services publics, du système de santé, mais aussi de tous les services publics contre lequel on était, et la réforme des retraites était totalement inclue là-dedans. Il y en a qui ont dit non, et qui se sont battus contre cette liaison. Quelle est la personne commune à cet échec, entre guillemets, hein, parce que ce n'est pas des échecs, mais qui se sont opposés à la volonté de continuer à Cochin et de continuer là, c'est un certain Grimaldi. Je crois que c'est un neurologue. C'est pas un neurologue. Diabétologue. C'est un diabétologue qui était celui qui a essayé de m'empêcher de prendre la parole en 2009 et le même en 2019, 10 ans plus tard, qui menait l'Assemblée Générale et qui nous a empêchés de faire la jonction avec les cheminots. Je vous dis ça parce que des fois, on a l'impression qu'on se bat contre des gens qui sont... on ne sait pas comment ils tiennent. On ne sait pas comment ils font pour tenir alors que toute la population est contre eux. Mais ils tiennent grâce à ces types-là. Voilà. Et si on a aujourd'hui la réforme, la structuration des hôpitaux telle que on l'a aujourd'hui avec le conseil de surveillance, etc., qui a coûté des vies. Il faut pas, on ne sait pas combien, mais on sait que ça a coûté des vies à des dizaines de malades. C'est à cause de types comme ça. Et ça, il faut en être conscient, parce qu'ils seront dans les assemblées générales avec nous dans l'avenir. Ils y sont déjà, ils y seront dans l'avenir, et il va falloir en tenir compte pour savoir qu'est-ce qu'on fait ensemble. Voilà, j'ai terminé. Et en effet, j'ai pu l'observer dans l'ancien hôpital dans lequel j'étais en Bretagne, où le directeur avait, contre vents et marées, en Bretagne c'est d'actualité, a réussi à supprimer, à subtiliser. Il a réussi à subtiliser 3 jours de RTT à l'ensemble du personnel du GHP, enfin du groupement hospitalier, sur 3000 personnes, c'est-à-dire il a subtilisé 9000 jours. C'était absolument fantastique. Et j'ai su que, à la suite de cette réussite, parce qu'il a énormément combattu, il avait une combativité étonnante même. En fait, on a su, grâce à des syndicats d'ailleurs, qui étaient bien implantés dans l'hôpital et à la direction, qu'en fait derrière il y avait des primes. Il faut savoir que ces gens, en fait, pourquoi ils sont aussi combatifs, c'est parce que derrière ils ont des primes. Mais des primes, on parle de 70 000 euros. Bon, alors c'est pour ça qu'on a affaire à des gens qui ont des motivations fantastiques.
parce que c'est une sorte de corruption. Avec des primes pareilles qui sont en plus autorisées par le ministère, on ne peut rien faire. Quelqu'un à qui on promet 70 000 € pour faire une mission, bah, il va la faire. Plus son salaire, plus sa voiture de fonction, plus sa maison. Ah, excusez-moi, c'est des nababs. Voilà. Et je voudrais revenir à une petite chose. On parle beaucoup de la dégradation de la médecine en France. Parce qu'on a une dégradation qui est absolument évidente, vous l'avez très bien illustré. Est-ce que vous ne pourriez pas faire un parallèle avec le NHS en Angleterre? Ah oui. Parce que là, ce qui est en train de faire, ce qui est en train de se passer en France, c'est finalement le scénario de l'Angleterre à petits pas. On ne peut pas être aussi violent que l'ont fait les Anglais, on n'est pas aussi pragmatique que les Anglo-Saxons. Et le NHS, c'est une catastrophe en Angleterre. Il n'y a pas longtemps, il y avait j'ai vu un reportage sur TF1 où il parlait de la liste d'attente pour des prothèses de hanche pour les Britanniques. Ils sont à 7 ans d'attente. C'est prodigieux. Et ils en sont à un stade, alors ça je le savais, déjà beaucoup de Britanniques sont opérés, notamment sur la côte Picarde et la côte dans le Pas-de-Calais, parce que beaucoup de prothèses de hanche finalement sont faites par des chirurgiens français, avec un accord entre la Sécu anglaise et la nôtre. Mais actuellement ils en sont à envoyer leurs patients en Lituanie. Enfin, je sais pas si... Donc c'est des chirurgiens lituaniens qui opèrent des Britanniques, faute d'orthopédistes en Angleterre. Voilà. Et le NHS, c'est l'exemple qu'il ne faut pas suivre. Et bien on est en train de le faire. Voilà. On est en train de plonger dedans. Oui, je voulais faire un mot sur les conseils médicaux qui sont, alors, que vous ne connaissez pas forcément, mais quand un agent est en arrêt et qu'il veut faire reconnaître son arrêt comme imputable au service, la direction elle a le choix soit de reconnaître tout de suite l'imputabilité, ou si elle refuse, elle doit passer le dossier devant un conseil médical où il y a des médecins experts, donc c'est pas des praticiens, mais c'est des médecins de ville quoi, qui sont nommés par le préfet, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup, ils vont sur des faits médicaux décider de l'imputabilité ou non du service. Il faut savoir que ces conseils médicaux, ce ne sont que des... Enfin, ce n'est qu'un avis. Donc c'est-à-dire que les médecins peuvent dire, bah oui, là, les faits médicaux qu'on a, on reconnaît bien l'imputabilité au service, mais si la direction, elle considère que ce n'est pas dans son sens, elle peut très bien poser un autre avis, une autre décision, elle peut très bien donner une décision totalement différente. Et il y a notamment le cas pour les accidents de trajet. Donc ça revient à notre directeur qui, pour faire des économies, il a décidé que tous les accidents de trajet où il n'y avait pas un témoin direct de l'accident, il ne reconnaîtrait pas. Donc nous, on invite tous nos hospitaliers à appeler les pompiers dès qu'ils se cassent la figure dans la rue, parce que faut qu'il y ait des témoins. Donc une intervention des pompiers comme ça, c'est rapide. Et donc les médecins qui reçoivent ces accidents, ils voient bien, effectivement, il y a un témoin avant qui voit la personne partir de chez elle en bonne santé. Il y a le collègue qui voit la personne arriver avec des lésions. Bon, pour eux, c'est suffisant, donc ils donnent un avis favorable. Et systématiquement, notre direction, elle retoque et elle fait fi du conseil médical. Donc ça prouve encore une fois que les instances ont été complètement saquées et que les hospitaliers ne sont que des des puisqu'on remet leur parole en doute. Il y a une solution, il y a le tribunal administratif, moi j'en fais. Du coup, c'est effectivement, il faut qu'on y aille, mais c'est que c'est hyper chronophage, c'est 4 ans, c'est pour des collègues des fois qui ont des blessures qui peuvent avoir plusieurs mois d'arrêt, ça fait écho aussi aux jours de carence, c'est-à-dire que la personne qui va se péter le poignet sur un accident de trajet, si elle n'a pas de témoin, elle a 3 jours de carence, elle va être payée à 90% seulement de son salaire, et puis elle part dans un tribunal administratif, c'est des années et des années, et donc il y a des agents qui n'ont pas le courage, et on fait les économies, Les avis médicaux sont pas du tout suivis. Et je pense même qu'à terme, ça va être amené à disparaître, en fait. Je veux dire, ça sert à rien. C'est une boîte à fruits. Et ça fait, j'y ai pas pensé ce matin, mais ça fait aussi écho à ce qu'on disait avec la sécurité sociale tout à l'heure aussi, où on enlève le poids médical de plein d'instances pour des raisons budgétaires tout simplement.